D'abord, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce Take a Break session en digital. On va discuter donc Digital Business Acquisition et comment avoir une stratégie digitale qui soit performante en ces temps difficiles que nous connaissons. En termes de présentation, on va faire les dames d'abord. Donc, je suis avec Lucille Gouvernel, qui est la directrice de notre pôle conseil et qui a beaucoup travaillé sur cette étude. Enchantée, merci à tous pour votre présence. Et donc, moi, Jérémy, je suis responsable du marché belge pour l'agence Vinxen. Mais ne perdons pas de temps, plongeons directement dans le vif du sujet. On n'a qu'une heure et ça va aller assez vite. Donc, du coup, en niveau d'agenda, on va faire un petit focus sur le business en ligne, un gros focus sur son consommateur et comment arriver à le comprendre. Et ensuite, Lucille va vraiment vous orienter avec un case qui est très concret et qui sera beaucoup plus facile pour la compréhension. Si on fait un point sur ce business en ligne en 2020, qu'est-ce qu'on constate? Tout d'abord que les chiffres sont assez impressionnants, aussi bien d'un point de vue B2B que d'un point de vue B2C. On a 636 milliards pour le B2C uniquement en Europe, donc c'est quand même assez impressionnant. La tendance est vraiment la même pour les deux, que ce soit B2B ou B2C, donc on est sur du plus 15%. Donc ce sont des chiffres qui sont vraiment très impressionnants et qui s'expliquent par trois facteurs différents. Quels sont les facteurs? Tout d'abord, on le sait tous, maintenant, acheter en ligne, c'est devenu quelque chose de très courant. C'est pour ça qu'on est très nombreux à le faire. On le fait, il y a plus de 67% de la population européenne qui achète en ligne. Et quand ils le font, ils sont généralement très satisfaits de leurs achats. 98% de satisfaction, ça entraîne une récurrence. Et donc, ces trois facteurs combinés font qu'on arrive à des chiffres qui soient aussi élevés que les chiffres précédents. Mais avant de faire le focus sur les consommateurs, on va voir un petit peu qui sont les acteurs qui se partagent, qui se taillent la part du lion sur ce marché du digital. Donc, on a dénombré trois qu'on va séparer, qu'on va vous expliquer. Tout d'abord, il y a les retailers et les marketplaces. Les retailers et les marketplaces, qu'est-ce que c'est? Ce sont des plateformes qui sont en général non spécialistes et qui distribuent des produits qui ne leur appartiennent pas. Donc, typiquement, elles sont là pour agréger un ensemble de produits et les distribuer. On va voir que ça peut poser certains problèmes dans un temps numéro 2. Donc là, vous voyez typiquement, il y a Amazon, mais ça marche aussi pour Zalando, pour la Fnac, pour plein d'autres acteurs. À l'autre extrémité de votre écran, vous avez les DNVB. Les DNVB, qu'est-ce que c'est? C'est Digital Native Vertical Brand. Donc, si on décortique ça un petit peu, Digital Native, ça veut dire qu'elles sont nées sur le digital, donc ce sont des pure players. Vertical, ça veut dire qu'elles ont supprimé tous les intermédiaires. Donc, typiquement, elles sont du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne, c'est-à-dire qu'elles suivent tout leur contact, tout le processus d'achat avec leurs consommateurs jusqu'à la finalisation. Et donc, c'est vraiment très intéressant en termes de data. Elles collectent vraiment beaucoup de données et on va voir comment utiliser ces data dans un second temps. Dernièrement, on a enfin les marques qu'on va appeler classiques, qu'on va un petit peu rentrer dans le détail. Donc, les marques classiques qui ont développé leur présence sur le web, il y en a de deux types. Il y a d'un côté les brick and mortar. Brick and mortar, qu'est-ce que c'est? Ce sont des magasins qui ne possèdent pas de commerce en propre. Donc, typiquement, ils travaillent via des retailers pour écoler leurs produits. On peut penser à tous les produits de grande consommation, tout ce qui est FMCG. Donc, ça va de votre shampoing Garnier à Perrier ou ce genre de choses. Ça, c'est pour les brick and mortars. Et de l'autre côté, on a les click and mortar, qui sont, eux, des marques qui ont des points de vente en physique qui leur appartiennent, mais qui ont également développé un e-shop. Ça, typiquement, ça va être l'ensemble de l'industrie du prêt-à-porter, comme Damar, comme Zara, où vous pouviez aller acheter vos produits en magasin, plus maintenant, mais vous pouvez toujours les acheter en ligne et vous faire livrer. Donc ça, c'est vraiment les deux grandes différences qu'on a. Ça marche aussi pour les services. Typiquement, pour un assureur, prenons AXA par exemple, vous pouvez contracter une assurance en ligne, tout comme contracter une assurance dans votre agence. Voilà un petit peu pour les différents acteurs de ce marché, sauf que ça, c'était en 2020. Et vous le savez tous, en 2020, le Covid est arrivé et le Covid a eu plusieurs effets. En fait, ce qu'il a fait, le Covid, c'est qu'il a mis en valeur certaines tendances du marché qui étaient déjà présentes, mais il les a vraiment accentuées. Donc, qu'est-ce que ça a donné? C'est que le panorama, l'équilibre qu'il y avait avec ces acteurs précédemment a été totalement bouleversé, avec des grands gagnants d'un côté et surtout des grands perdants de l'autre. Si on parle de grands gagnants, vous me voyez venir, mais Amazon et les marketplaces, les retailers sont vraiment les grands gagnants de ce confinement. Évidemment, tous les magasins sont désormais fermés, donc ils sont obligés, les personnes qui veulent faire des achats doivent se rabattre vers les webshops. Et typiquement, Amazon a constaté qu'ils avaient eu plus de 2,4 millions de nouveaux foyers qui ont eu consommé sur Amazon lors du premier confinement. Il
ne faut pas oublier que 2,4 millions, déjà, le chiffre est énorme, mais d'autant plus que c'est le début d'un processus. C'est des gens qui ont commencé pour la première fois, mais comme on l'a vu, il y a de la satisfaction, donc il va y avoir de la récurrence. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc, ça, eux, c'est les retailers et les marketplaces, c'est vraiment les grands gagnants de ce Covid-19 pour le moment. De l'autre côté de votre écran, les DNVB, elles n'ont pas été particulièrement impactées par le Covid-19. Pourquoi? Tout simplement parce que leur modèle, c'est sur le digital à la base. Elles n'ont pas de point de vente physique, donc des DNVB comme Casper, je n'ai pas donné d'exemple, qui sont typiquement, ils vendent des matelas uniquement et le font en direct avec leurs clients. Eux n'ont pas été impactés plus que ça par la crise du Covid-19. Par contre, les grands perdants, ce sont les marques classiques et on va un petit peu rentrer dans le détail, diviser donc d'un côté les brick and mortar qui, eux, n'ont pas de point de vente en propre, qui doivent passer via un distributeur. Donc, ces points de vente sont probablement fermés, ils n'ont pas d'e-commerce. Donc, eux sont extrêmement dépendants des marketplaces et des distributeurs, donc Amazon et ce type-là qu'on a vu précédemment. De l'autre côté, les click and mortars, ils s'en sortent un petit peu mieux, mais ce n'est pas encore dingue non plus. Pourquoi? Ils s'en sortent mieux. Bon, leurs shops sont fermés, certes, mais il leur reste leur e-commerce qu'ils peuvent gérer. La seule chose, c'est qu'évidemment, il y a les marketplaces qui sont là en compétition et la concurrence est vraiment rude sur le digital, tout comme les DNVB. Donc, ils se font vraiment manger des parts de marché et c'est pour ça que ce confinement est vraiment très difficile pour eux également. Donc, on le voit, la digitalisation, aussi bien pour les click and mortars et encore plus pour les brick and mortars, c'est vraiment quelque chose, c'est une question clé, c'est une question de survie pour eux. Ça entraîne un autre phénomène qui est le phénomène de la souveraineté numérique. Alors, ça paraît être un grand mot, mais on va le démystifier tout de suite. C'est quelque chose d'assez simple. La souveraineté numérique, qu'est-ce que c'est? Si vous n'avez pas d'autres moyens de distribuer et d'écouler votre produit que les retailers que sont Amazon et autres, typiquement, vous allez être dépendant d'eux. S'ils vous éjectent de la plateforme, vous ne savez plus distribuer vos produits. S'ils augmentent leur prix, vous êtes obligé d'augmenter vos dépenses publicitaires. Donc, typiquement, c'est vraiment problématique. D'autant plus, ces marketplaces, elles sont branding destructors, on appelle ça. Donc, elles cassent vraiment votre image de marque. Pourquoi? Si on réfléchit, en fait, qu'est-ce que sont que ces plateformes? Simplement, ils vont vous faire un listing des produits. Vous allez être mis à côté de vos concurrents. La seule chose qui va différencier, ça va être la petite étiquette du prix. Et on le sait, en période de crise, le prix est vraiment un facteur qui est très important. Donc voilà, vous n'avez pas du tout l'espace, vous n'avez pas du tout la place pour votre branding, pour votre storytelling, pour votre image de marque, pour tous les avantages que vous avez par rapport à vos concurrents. Donc c'est pour ça qu'on dit que ces marketplaces sont vraiment destructrices de marque parce que vous perdez tout cet avantage concurrentiel que vous avez pu construire avec votre marque au préalable. Donc, on le voit, avoir son écosystème digital en propre, être maître de son écosystème, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable pour maîtriser son business et maîtriser sa marque. Du coup, là, on a fait le point de vue sur les acteurs principaux et la digitalisation. On va voir un petit peu d'un point de vue consommateur comment ça se passe. Et typiquement, c'est tout le but de cette étude ici, c'est de vous montrer qu'il y a des nouveaux comportements sur le web. Les gens ne se comportent plus de la même manière, notamment via cette crise. Donc, on doit arriver à intégrer ces nouveaux comportements, les comprendre pour les adapter dans un temps 2 dans notre stratégie digitale. Nous, le but ici, ça va être de vous donner des clés pour arriver justement à bien comprendre ces nouveaux besoins et à les adapter dans votre stratégie pour que vous soyez tout à fait performant. Le but n'est donc pas de se dire « Ok, il faut digitaliser à tout va, allons-y vite et rendons-nous sur tous les canaux ». Déjà parce que ça risque de vous coûter très cher. Ensuite, parce que vous risquez de lasser votre audience à force de pousser des messages qui ne sont pas personnalisés. Donc vraiment, ici, on va essayer de connaître son consommateur un maximum avant de penser stratégie digitale. Pour le connaître, il faut le comprendre. Et comment est-ce qu'on fait pour comprendre son consommateur? On a vraiment plusieurs sources d'informations qu'on peut avoir. Vous pouvez voir sur la gauche de votre cercle, il y a les études comme celle-ci. Vangsen produit pas mal d'études. Et donc, typiquement, c'est des sources d'informations qui sont fiables et qui sont importantes à prendre en compte de votre stratégie digitale. Juste au-dessus, vous avez les données sociodémographiques. Les données sociodémographiques, qu'est-ce que c'est? C'est de se dire, typiquement, mes clients ont en général entre 30 et 45 ans, ce sont plutôt des hommes et ils sont CSP+. Ça, c'est très bien, ça reste des données, mais si on ne les transforme pas en insight marketing, ça ne va pas être quelque chose qui va nous être utile. Donc, typiquement, il faut travailler ces datas pour arriver à les faire correspondre à des stratégies digitales. Donc, s'ils ont entre 30 et 40 ans, on va se dire raisonnablement que TikTok ou Snapchat, ça ne va pas être le meilleur moyen de les approcher. Voilà, donc à partir de
toutes ces déductions qu'on va faire, on va pouvoir construire et affiner notre stratégie. Tout au-dessus du cercle, vous avez les données business. Ben là, c'est très simple, c'est vos données à vous, les données que vous avez par rapport, un, à vos consommateurs, deux, que vous avez par rapport à la concurrence et surtout que vous avez par rapport au marché. Donc ça, c'est les données qu'on va intégrer également dans les stratégies. Mais aujourd'hui, le but, ça va être de se focaliser sur les deux derniers points du cercle, qui sont les données qu'on peut extraire de votre écosystème digital et l'aspect UX, expérience utilisateur, qu'on va développer un petit peu. Si on parle de votre écosystème digital, le mot écosystème peut faire un peu peur, mais à nouveau, il suffit d'avoir un site web pour avoir un écosystème digital. Donc, si vous avez un site web, ça veut dire que vous avez un minimum de trafic, ça veut dire que vous avez déjà quelques datas. C'est des choses que nous, on va pouvoir exploiter, on va pouvoir utiliser à bon escient dans votre stratégie. Comment est-ce qu'on va faire pour utiliser ces datas? On peut travailler sur de l'analyse comportementale. À nouveau, gros buzzword, mais c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Qu'est-ce que c'est que l'analyse comportementale? En fait, c'est très simple. On va placer différents trackers sur votre site, notamment un mouse tracker sur la souris, ce genre de choses. Et ça va nous permettre d'avoir des heatmaps, des cartes de chaleur. On va voir où est-ce que les gens cliquent, où est-ce que justement les gens ne cliquent pas. On va arriver à détecter donc les points de friction qu'il y a sur votre site. On va voir les pages sur lesquelles les gens passent le plus de temps. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est des données qui sont concrètes, qu'on obtient de l'utilisateur. Et en général, on est assez surpris entre le décalage parce que nous, on se dit notre information, elle est assez claire, elle est limpide. Et on voit que les gens ont peut-être plus difficile à la trouver. Ça, c'est pour l'analyse comportementale. Mais il y a un autre moyen d'obtenir des données de vos consommateurs. C'est tout simplement en leur demandant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Et il y a plusieurs moyens pour ce faire, même en ces temps de Covid. Donc, typiquement, on peut le faire via des entretiens utilisateurs. Qu'est-ce que c'est? Ça va être des interviews one-to-one où on va demander un petit peu à l'internaute comment il se sent par rapport à notre site, comment il se déplace dessus, comment il interprète l'ensemble de nos informations. À côté de ça, on a les focus group. Ça va être la même chose que les entretiens utilisateurs, sauf qu'on va le faire en groupe. Du coup, ça va fonctionner un petit peu comme une sorte de brainstorming et où on va essayer d'éliminer tous les points de friction qu'il y a sur notre site. Et last but not least, les tests utilisateurs, qui sont vraiment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place et les datas qu'on sort de là sont vraiment extrêmement qualitatives. Ça, qu'est-ce que c'est? Typiquement, on va prendre un panel de vos consommateurs. On va prendre, disons, 10 personnes, on va les mettre devant votre site et on va leur demander de trouver telle information et d'acheter tel produit. Et on va demander aux personnes de commenter leur démarche. Donc vraiment, on va confronter l'utilisateur à votre site. Et là, ça devient très précis parce qu'on rentre dans la psychologie de votre utilisateur et on va vraiment arriver à comprendre et voir quels sont les freins, quels sont les chemins qu'il va emprunter. Et toutes ces informations sont vraiment capitales si on veut définir une bonne stratégie digitale dans un temps donné. Pourquoi est-ce qu'on doit collecter toutes ces datas et pourquoi est-ce qu'il est important de comprendre ces consommateurs? Tout simplement pour arriver à définir son persona. Son persona, qu'est-ce que c'est? Je vais laisser Lucille, qui a développé les personas qu'elle va vous présenter, rentrer dans les détails avec vous. Merci Jérémy. Donc effectivement, persona, c'est peut-être un mot que vous avez déjà entendu. Qu'est-ce que c'est qu'un persona? Ça se rapproche des données marketing qu'on peut établir assez grossièrement par rapport à une cible ou une audience. Sauf qu'une cible, une audience, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vise un public d'hommes plutôt 30 à 45 ans qui sont CSP+, ou à haut revenu et qui vivent de fait à proximité des grandes villes. C'est un bon début, mais c'est loin d'être suffisant si on veut pouvoir proposer une expérience sur mesure et surtout proposer une expérience qui réponde à leurs besoins. Là, le profil tel que je l'ai décrit, il reste quand même extrêmement superficiel et le persona, au contraire, va tâcher de rentrer dans la peau du consommateur, dans la peau de l'utilisateur et de mettre en perspective tous les éléments qui nous intéressent. Donc, on lui donne une bio, un contexte, on le rend vraiment flesh and blood, on lui donne une personnalité, on peut lui donner un nom, mais surtout pour comprendre ses challenges, ses difficultés, ses émotions et en quoi ça impacte sur sa manière d'agir, de comprendre, voire d'acheter. Donc, on essaye de contextualiser au maximum ces usages pour vraiment les comprendre et pouvoir y répondre.
La différence aussi avec des personas marketing, c'est que c'est vraiment censé être basé au maximum sur de la donnée statistique, voire de la donnée réelle. Je vais vous présenter 2 personas et ce sera sans doute un petit peu plus clair. Donc, un persona pour le B2C, Lise qui recherche à acheter un véhicule et puis le second persona qui sera plutôt focus sur le B2B, pardon, j'ai dit B2B, B2C, bref, Albert dans un second temps, qu'on verra plutôt sur un marché pro en recherche de prestataires logistiques. Si je commence avec le persona de Lise, donc vous voyez, c'est une espèce de fiche pratique telle que ça se représente, mais surtout ce que ça contient, ce qui est important, et ce qu'on n'aurait pas forcément pu collecter sans avoir ces interviews, ces entretiens ou ces user tests, c'est vraiment tout le background de Lise. Lise, elle cherche un véhicule, mais ce qui est intéressant et ce qui est important à comprendre, au-delà du fait que c'est une femme, et je vais mettre à part tous les clichés qu'on pourrait avoir sur le sujet, c'est plutôt le fait qu'elle est comptable, donc l'automobile, c'est pas forcément dans ses cordes, en tout cas, c'est pas son métier, mais surtout qu'elle est commuteur. Elle est commuteur, pourquoi? Elle travaille à Luxembourg, mais elle vit à la campagne, elle travaille en ville. Donc en fait, les temps de trajet, elle en a à peu près entre 1 heure et 2 heures et demie selon l'état des bouchons tous les jours. Donc la conduite, c'est pas du tout un plaisir pour elle. C'est purement utilitaire, c'est complètement nécessaire et c'est tout sauf un loisir. Et ça, si on n'a pas pu discuter, échanger avec Lise, évidemment, ça ne se devine pas. C'est vraiment propre à chacun et c'est aussi allié avec des traits de sa personnalité. C'est plutôt quelqu'un de rationnel et d'analytique, de relativement impatient. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit par rapport à son parcours d'achat de véhicule? Bah, déjà, elle doit changer rapidement puisque son vieux break est arrivé au bout de sa vie et qu'elle en a besoin quotidiennement, donc il faut qu'elle change vite. Mais en plus, c'est une démarche dans laquelle elle ne prend aucun intérêt ni aucun plaisir puisque c'est purement utilitaire. Elle a par ailleurs quelques préjugés sur des marques automobiles françaises, ça tombe bien, il y en a plein d'autres sur le marché. On peut extrapoler aussi sur ses usages au niveau du digital, puisqu'on parle de parcours digital. On pourrait penser qu'elle utilise plus son ordinateur que son mobile, mais en l'occurrence, son ordinateur, elle l'utilise dans le cadre du travail et comme elle est comptable, elle passe plutôt son temps à voir des fiches Excel que des sites Internet. Donc en fait, son usage personnel, ou en tout cas pour tous les à côté, hors professionnel, il va se faire plutôt sur mobile et il va se faire plutôt tard le soir, une fois que les enfants sont couchés, parce qu'elle a 2 enfants en bas âge. Donc elle aime à se promener sur Instagram et à surfer un petit peu sur les médias sociaux, Facebook et Insta en priorité. Elle le fait en mode silencieux, donc ça on y pensera si jamais on voulait lui diffuser une vidéo, il faudrait penser aux sous-titres par exemple, puisqu'elle le fait dans la pièce juste à côté de là où dorment ses enfants. Encore une fois, tout ça, c'est de la donnée hyper pointue, hyper quali, et c'est de la donnée qui nous intéresse parce que ça va vraiment conditionner le parcours digital qu'on peut imaginer pour répondre aux besoins de Lise. Je passe maintenant sur le profil B2B. Donc Albert, il est, je dirais presque à l'opposé du profil de Lise et c'est bien normal, c'est différent puisque déjà on est dans une démarche professionnelle. Albert est un responsable logistique au sein d'une grande industrie européenne et en l'occurrence, il a de sacrés enjeux dans son boulot puisqu'il vient de dénoncer un contrat. Il doit trouver un nouveau prestataire logistique puisqu'en ces temps post-Covid, il a beaucoup de vaccins à livrer l'année prochaine. Donc, sacré job, du pain sur la planche. Albert, Albert, pardon, c'est un staccanovis du boulot. Il est hyper exigeant, hyper demanding avec lui-même et donc avec ses prestats, il en attendra autant. Il est plutôt méfiant du discours commercial sales basique. Pourquoi? Parce qu'il est assez autonome. C'est un profil hyper rationnel, hyper analytique. Il va aller chercher l'info lui-même. Il va straight to the point. Il n'est vraiment pas là pour beurrer les tartines. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très focus boulot. On va avoir des fenêtres de tir très courtes pour le solliciter parce qu'il a énormément de boulot, donc il n'est pas forcément très disponible. Et puisque ça prend énormément de temps d'établir un nouveau contrat, de rechercher son prestataire, de fixer les conditions, etc., il envisage la relation, évidemment, sur le long terme. Il ne va pas s'amuser à faire ça tous les 6 mois. Donc ça, c'était la présentation donc, des profils, des personas. Et ça nous permet maintenant d'en déduire, de travailler sur ce qu'on appelle le Customer Journey. Le Customer Journey, à ce stade, ce n'est pas dresser le parcours idéal
qu'on aurait envie de faire suivre ou vivre à Albert. Je ne vais dérouler aujourd'hui par commodité qu'un seul profil et j'ai choisi Albert parce que le B2B est non seulement intéressant, mais c'est plus facile de partir du B2B pour se projeter sur du B2C. Si jamais il y a des amis du B2C qui nous entendent, vous pourrez poser toutes vos questions, mais soyez rassurés, la démarche est absolument la même. J'en viens donc à ce Customer Journey. Qu'est-ce que c'est? Quel est l'objectif à ce stade? Ce n'est pas de définir le parcours idéal, c'est d'analyser, de comprendre le parcours existant pour définir les éventuels points de friction, les blocages, les lacunes, voir là où on ne performe pas pour justement pouvoir améliorer ce parcours et trouver des pistes d'optimisation. Donc, comment ça se matérialise un customer journey? Bon, il y en a plein de modèles, mais celui-ci est relativement simple. Vous avez tout en haut de l'écran les 5 grandes phases d'un parcours utilisateur tout à fait classique, de l'awareness à l'acquisition en passant par les phases d'intérêt, de comparaison. Et puis, on va jusqu'à l'advocacy, bien sûr, puisque une fois que le contrat est scellé, l'histoire n'est pas finie. À chacune de ces phases, on décrit, on définit. Encore une fois, ça peut être basé sur les interviews, sur les entretiens, sur des questionnaires qu'on a eus avec les utilisateurs. À chacune de ces étapes, on définit un petit peu les problématiques ou les questions qui se posent, à quel moment on en est, comment ça se passe, comment l'utilisateur raisonne. On peut imaginer des shower thoughts, donc un petit peu l'état d'esprit de l'utilisateur, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il fait, pour comprendre un petit peu voilà, comment il réfléchit à ces étapes pour, par définition, pouvoir lui proposer les bonnes réponses ou les outils adéquats. On va voir en dessous, dans toute la partie médiane de l'écran, c'est tout son parcours, j'allais dire physique, mais en l'occurrence digital. C'est tous les points de contact par lesquels il va passer au long de ces étapes. Donc, de la recherche initiale sur un site spécialisé parce qu'il s'y connaît déjà un petit peu, il sait où aller chercher les infos sur Usine Nouvelle, qui est un canard spécialisé de la logistique, en passant par du display parce qu'il a été exposé à une publicité non pas de notre entreprise malheureusement, mais d'un concurrent. Mais ce n'est pas grave, cette info, elle est précieuse parce qu'elle va nous permettre de savoir là où nous positionner de manière judicieuse. Ensuite, il effectue quelques recherches dans Google. Là, il va tomber encore une fois sur le site d'un concurrent. Encore une fois, le but à cette étape, ce n'est pas de dresser le parcours idéal, c'est vraiment d'identifier les lacunes, là où on a pêché, c'est toutes les opportunités qu'on a ratées avec Albert. Et ça, c'est hyper important de se les noter pour éviter de faire deux fois les mêmes erreurs. Et puis, potentiellement, si on sait qu'à une certaine étape, on ne peut pas répondre face à la concurrence, ou en tout cas, on ne peut pas rivaliser de la même manière. Par exemple, sur la première étape, on a noté en pain point, en point d'échec, que nous, on a peu de campagnes de marque orientées de notoriété et que, en l'occurrence, les concurrents sont beaucoup plus agressifs là-dessus. On n'a pas les mêmes budgets, on ne peut pas rivaliser au même niveau. Mais ce n'est pas grave, on va trouver d'autres moyens de se positionner de manière plus tactique pour contourner ou pallier cet état de fait vis-à-vis de la concurrence. Et puis, j'ajoute une dernière petite note. On voit aussi la feeling map tout au long de ce Customer Journey. C'est essayer de comprendre un petit peu plus l'aspect émotionnel, voire irrationnel. Même si Albert, ce n'est pas un grand sentimental, comme tout le monde, il vit des pics de stress, des moments où il est moins disponible qu'à d'autres, des phases qui sont assez réjouissantes parce que assez intéressantes pour lui, d'autres phases au contraire qui sont déceptives, stressantes parce que sont bassumer la pression, compliquées parce qu'il n'arrive pas à comprendre toutes les infos. Voilà, c'est un petit peu la carte de ses émotions et c'est aussi assez intéressant selon les points de contact qu'on va utiliser. Ça peut être un atout sur lequel capitaliser. Maintenant que je vous ai présenté ce parcours existant, évidemment, on va pouvoir commencer à réfléchir à quelle stratégie développer et comment se repositionner judicieusement tout au long de ce parcours. Comment on définit et comment on déploie sa stratégie d'acquisition? Je reviens très rapidement sur ces 5 grandes phases d'awareness, interest, consideration, acquisition, advocacy. C'est vraiment des phases hyper classiques, mais c'est surtout des moments du parcours utilisateur où l'utilisateur va
progresser dans son degré de maturité. Au début, il est pas du tout chaud, il n'en est même pas à se poser la question. Donc évidemment, ce sera un petit peu prématuré pour lui proposer une offre directement. Il va falloir tenir compte de ce fil expérimental, de ce bagage que l'utilisateur cumule petit à petit et de sa maturité qui évolue pour justement se positionner avec les bons messages, mais aussi les bonnes, voilà, les bons réflexes dans son parcours à lui. Donc, on va regarder un petit peu les leviers qui existent, pour acquérir et pour convertir, des utilisateurs. On a pour habitude, assez classiquement, d'opposer ce qu'on appelle les leviers push, les leviers d'outbound. C'est les leviers où la marque est, proactive et va, proposer et non imposer, des interactions non sollicitées par l'utilisateur. Donc c'est pour raccourcir, on va dire, la plupart des leviers d'acquisition de paid media. SIA, donc les annonces sponsorisées dans Google, mais aussi paid media comme du display, de la vidéo, du native ads, du social ads. C'est tous ces leviers plutôt publicitaires sur lesquels on va pouvoir travailler. Ils ne sont pas forcément intrusifs. Il y a des méthodes assez sophistiquées maintenant pour faire les choses correctement. Mais voilà, c'est des médias qu'on va acheter pour se positionner sur le parcours de l'utilisateur. Il y a un certain nombre d'avantages à l'usage de ces leviers, à commencer par le fait qu'ils sont dits héroïstes. Pourquoi? Parce que comme tout ce qu'on achète sur le digital, comme tout ce qu'on paye, on peut mettre en place des outils de mesure et on sait très concrètement sur 1 € investi combien ça nous rapporte de vues ou de clics, voire d'achats selon le KPI prioritaire. Donc les résultats sont tout à fait possibles à suivre et ils sont en général rapidement visibles puisque je mets une campagne en ligne sur le digital, ça ne met pas 6 mois pour performer, bien loin de là. Je mets une campagne en ligne, dès le lendemain, je mets une campagne pour promouvoir mon webinar. Dès le lendemain, je sais s'il y a eu des clics, des inscriptions sur cette session de training digital. Donc, c'est assez facile à mesurer, c'est facile d'obtenir des résultats rapidement, mais la contrepartie, c'est que c'est totalement dépendant de vos investissements publicitaires. On arrose, ça tombe, on coupe le robinet, ça s'arrête. Donc, c'est aussi binaire que ça. Et puis, voilà, ça peut ne pas être le choix le plus judicieux lorsqu'on veut être dans une approche assez soft. Il faut faire attention, bien sûr, à l'expérience utilisateur, voire on peut arriver à des effets de saturation des audiences, c'est-à-dire que on peut se dire d'un côté, ça génère du ROI, donc super, je n'utilise que ça. Si j'utilise que ça, forcément, il y a un effet de masse, un plafond qui peut être rapidement atteint et on sature son audience et on ne peut pas aller en chercher d'autres. Donc, ça peut trouver ses limites, évidemment. C'est bien pour ça qu'on a des médias complémentaires qu'on y oppose et qu'on va plutôt y confronter, dits leviers de pool ou d'inbound marketing. C'est principalement des leviers qui se focalisent sur le contenu. Donc, la création de contenu, que ce soit articles, livres blancs, vidéos, infographies autour de votre marque, ses produits, ses services. Certains de ces contenus, lorsqu'ils sont textuels notamment, permettent évidemment d'être visibles en SEO et de performer dans les moteurs de recherche. Il y a aussi tout ce qui est au niveau du social media, mais plutôt du contenu éditorial, ce qu'on appelle le fil rouge, le always on, pour raconter un petit peu votre marque, son expertise, etc., voire des newsletters, des emailing. Bon, c'est des leviers d'attraction qui sont bien sûr plus soft dans l'approche, qui permettent une sensibilisation puisqu'on a du contenu. C'est pas juste un format de display qui s'affiche en 5 secondes. On a du contenu, donc on a de la place pour raconter des choses. Donc c'est évidemment plus qualitatif et ça permet de générer de l'attraction, de l'attention et donc des conversions sur le long terme parce qu'on aura réussi à placer toutes les bonnes infos au fil de l'eau. En revanche, la contrepartie, c'est qu'évidemment, les effets ne sont pas visibles sur le court terme. C'est un investissement de départ qui mérite de placer ses premiers comptes rendus, ses premiers reports à au moins 3 à 6 mois pour en voir les effets et les résultats. Mais c'est bien sûr intéressant parce que complémentaire, on a pour habitude
de travailler le pull et le push à la fois, le principe d'alternance des 2 étant de réussir à se positionner judicieusement en fonction des étapes du parcours utilisateur. J'en reviens toujours à ce fameux customer journey et de ménager de manière, tactique l'ensemble de ces leviers tout au long du parcours pour réussir à générer de la perf. Donc, pour le voir, bah, le plus simple, ça va être, de repartir sur le cas d'Albert, pardon. On va vous illustrer ce cas pour vous raconter un petit peu tout ce qu'on peut faire au long du parcours d'Albert. Simplement, petit reminder, même si je pense que ça y est, vous avez tous, adopté Albert, bien compris où on en était avec lui, mais en guise de résumé, donc il cherche un nouveau prestat logistique pour une collaboration long terme. Il est exigeant, c'est, business, c'est très sérieux avec lui, plutôt méfiant des commerciaux, difficile à capter parce qu'il a peu de temps. Et puis, au niveau de notre écosystème digital, je ne me suis pas énormément attardée dessus, mais sur le Customer Journey où on avait dressé nos fameux pain points, on aura vu que on manquait de contenu pour promouvoir attractivement notre marque et nos offres, qu'il y avait beaucoup de concurrence sur les leviers de paid media notamment. Les concurrents étaient très présents, donc difficile de se faire une place. Et nos offres manquaient de clarté et d'attractivité par rapport à celles de la concurrence. Ça, c'est les lacunes sur lesquelles il va falloir qu'on travaille un petit peu. Quelle serait l'approche à adopter pour capter et séduire Albert? Comme il n'est pas vraiment réceptif à une approche commerciale et au chant des sirènes, l'idée, ça va plutôt être de réussir à lui pousser de manière hyper tactique, hyper efficace, parce que je le rappelle, les fenêtres de tir sont très courtes, mais donc de réussir à le capter pour lui pousser du contenu de qualité, des infos factuelles, des infos qui vont l'aider lui à progresser dans son métier, des infos expertes, des infos techniques. C'est plutôt ce à quoi Albert sera sensible. Et on va voir ensuite comment les proposer, à quel moment et de quelle manière. Donc, je vous propose de reprendre son parcours. Là, on est en première phase dite d'awareness. En l'occurrence, Albert n'est pas du tout aware puisqu'il n'est pas au courant qu'on existe. Il ne nous connaît pas encore. On est une petite société logistique, petite ou moyenne d'ailleurs, mais Albert ne nous connaît pas. Il a quelques prestats en tête et on ne fait pas encore partie du panel de départ. Donc, l'idée va être de faire en sorte qu'ils nous connaissent pour qu'ils puissent penser à nous plus tard. Donc, on est sur une première approche où le but, c'est uniquement de lui dire qu'on existe. Nous, on choisit de partir de son feed LinkedIn. Pourquoi? Je pourrais vous proposer plein d'autres choses. Je pourrais vous proposer du display, mais on n'a pas forcément de manière de circonscrire des gens comme Albert via du display. En tout cas, c'est plus difficile de travailler sur une audience très définie. On aurait pu parler de contenu avec du SEO, des choses comme ça, mais on a vu, ça met un petit peu de temps à performer. Or là, Albert, c'est maintenant, c'est tout de suite qu'il est en recherche de prestataire. Son contrat, il va essayer de le décrocher rapidement. Donc, c'est maintenant qu'il faut qu'on se positionne. Donc, on va plutôt partir sur une option Quick Win et travailler sur une petite campagne de pub sur LinkedIn. Une campagne qui vise juste à dire, on est là en tant qu'expert de la logistique, voilà ce qu'on sait faire. Et c'est à peu près tout, avec un message très simple qui vise uniquement à se présenter. Je fais un petit focus sur LinkedIn. Pourquoi c'est intéressant en B2B notamment? Parce qu'on a des critères de ciblage qui sont extrêmement qualitatifs lorsqu'on est dans le giron professionnel. Bon, la zone géographique, je passe, c'est la base. Mais aussi et surtout, on peut cibler par nom d'entreprise, clairement, si on a déjà les noms des boîtes, des prospects qu'on veut aller chercher, allons-y. Mais sinon, on peut fonctionner par secteur d'activité, par taille d'entreprise. On peut aller chercher des intitulés de poste particuliers, donc directeur supply chain, logistique manager, que sais-je. On peut aller chercher le niveau hiérarchique. On se doute que Albert, il n'est pas stagiaire, il est plutôt à 10 ans d'expérience. On peut même renseigner le niveau d'études si on sait que c'est plutôt des profils type MBA. Voilà, donc c'est des critères hyper précis.
Donc, c'est intéressant parce que on ne va pas faire une campagne de Noto pour arroser sur tout le monde et que tout le monde nous voit. On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que les gens comme Albert nous voient. Donc, on va cibler avec ces critères, ces types de posts et on ne sera visible qu'auprès des gens comme Albert. Donc, c'est peut-être une audience qu'on va payer un petit peu plus cher au coût par contact ou au coût par visite ou au coût à l'acquisition. Mais ça vaut le coup, l'investissement, le jeu en vaut la chandelle puisque c'est une audience hyper qualifiée pour mon business. Donc, s'il y a 100 ou 150 décisionnaires du type d'Albert dans toute la Belgique, je peux aller choper peu ou prou ces 150 contacts sur toute la Belgique. Donc, c'est très qualitatif, donc ça vaut le coup d'investir un tout petit peu là-dessus. Albert nous a vus. Bon, c'est passé, il y a pensé et puis plus. Maintenant, il réfléchit à nouveau à son prestat logistique. Il se renseigne un petit peu sur l'ensemble des acteurs puisque, encore une fois, on n'est pas tout seul sur ce marché. Albert, on sait qu'il est plutôt friand de LinkedIn parce que même quand il est en lunch break ou même entre deux meetings, même quand il se détend un petit peu sur les internets, il se détend avec du boulot. Donc, il est sur LinkedIn, il travaille un petit peu son personal branding, il va voir ce qui se passe sur les pages de ses concurrents. Bref, il reste quand même très, très focus boulot. Donc, LinkedIn, ça marche bien. Nous, on l'a déjà exposé une fois à notre marque pour lui dire qu'on existait. Maintenant, on peut se permettre de pousser un petit peu plus la relation en lui disant non seulement on existe, mais attention Albert, on est quand même vraiment expert de la logistique. Comment on peut faire ça? On sait que, je me répète un petit peu, mais on sait qu'on pourrait produire du contenu pour notre site internet et attendre que ce soit visible dans les moteurs de recherche en optimisant notre SEO. Ça va mettre 3 à 6 mois. Or, comme dit et répété, Albert, c'est maintenant qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Donc, plutôt qu'un contenu juste sur mon site internet, en fait, je peux lui pousser un contenu de type livre blanc à télécharger et pousser ça via une campagne formulaire de LinkedIn. Je vais revenir juste après sur ce que c'est que le formulaire. Je vous vois, enfin je vous vois pas, mais je vous imagine me dire oh là là, mais le livre blanc, c'est terrible, moi j'ai personne pour le produire, ça prend énormément de temps, c'est très compliqué. Faux, archi faux. Le livre blanc, on vous demande juste de dire quel est votre métier, quelle est votre expertise. Si vous êtes capable dans l'ascenseur ou dans la rue d'en parler à un voisin, à une voisine, savoir ce que vous racontez, ce que vous faites, ben c'est exactement le même principe, sauf que tout ça, on va le mettre dans un PDF, le mettre en ligne et à télécharger. Vous savez parler des enjeux de votre métier, vous savez quelles sont les forces en présence sur les secteurs, vous savez quels sont les gros challenges de demain et sur la logistique, on sait qu'il y en a, et ben ça suffit pour faire un livre blanc. En tout cas, ça suffira pour attirer l'attention d'Albert, lui pousser ce petit formulaire, cette petite étude et lui dire télécharge, moyennant quoi il va nous laisser quelques données intéressantes. Donc, le rich content, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Le but étant de proposer un contenu pertinent qui va capter l'attention, l'intérêt de ses prospects et en contrepartie, on va le voir, on va pouvoir lui demander quelques données toutes simples et intéressantes. Mais Albert, pour télécharger notre livre blanc, c'est pas tout à fait gratuit. On lui demande son email, le nom de son entreprise, comme ça on peut bien cocher dans la liste qu'on a réussi à targeter cette entreprise qui nous intéressait tant, et on va lui demander son poste, par exemple, tant qu'à faire. Donc, il a rempli ce formulaire, il a téléchargé notre livre blanc. On peut passer à la phase 3. Il a identifié des acteurs qui se précisent un petit peu et maintenant, il se demande vraiment quels sont les meilleurs, qu'est-ce qu'ils ont à offrir de plus les uns que les autres. Albert, comme il a vu notre livre blanc et que c'est un curieux, il va venir sur notre site internet pour se renseigner un petit peu plus sur l'entreprise. J'en profite pour dire que si jamais l'idée de venir sur notre site internet lui passait pas par l'esprit de manière spontanée, on pourrait tout à fait aller lui pousser un petit message puisqu'on a son email. On pourrait l'inviter à venir consulter notre site. Mais ce n'est pas le cas. Albert, il fait bien les choses, il est très scrupuleux, donc de lui-même, il effectue ses petites recherches et il arrive sur notre site internet où plutôt que de lui dire achète maintenant, on va plutôt lui proposer quelque chose qui correspond à sa démarche, c'est-à-dire des infos intéressantes, valuables, où il apprend des choses, sur son métier, sur le nôtre, et il apprend mieux à nous connaître. Mais plutôt que lui envoyer un sales, on est dans la logistique, il y a des vrais enjeux à la digitalisation. Toutes les grosses boîtes de logistique ont des plateformes clients, des extranets clients.
Et ça, c'est hyper précieux parce qu'en fait, les extranets clients, il en existe des biens et des moins bien. Nous, on a mis les efforts sur le digital pour avoir un extranet client qui est performant. Et ça, Albert, il ne le sait pas parce qu'il n'est pas encore client. Donc, lui pousser une démo de notre plateforme et de notre extranet client, bah, ça vaut le coup parce que c'est un peu comme une application bancaire. Quand on ne sait plus quelle banque choisir parce qu'elles ont toutes les mêmes offres, savoir qu'il y en a une qui a une appli qui est vraiment user-friendly, bien faite et pratique, c'est hyper intéressant. Et donc, Albert, ça l'intéresse de voir à quoi ressemble notre plateforme. Donc, on peut tout à fait lui pousser, quand il arrive sur notre site, une une démo en vidéo de notre interface logistique. Parce qu'encore une fois, il ne fait pas ça pour le loisir, la détente ou l'entertainment. C'est vraiment lié à son boulot et une plateforme bien développée, pour lui, c'est précieux. Donc, c'est un argument de valeur. Par ailleurs, c'est très facile de réaliser une démo. Ce n'est pas une production vidéo incroyable à mettre en place. C'est tout bête. Vous avez une plateforme, vous pouvez faire un screencast en vous promenant sur votre plateforme, vous emballez ça dans une vidéo et en 2 jours, c'est fait. Donc, c'est relativement léger comme production de contenu. Comme on parle du site internet, c'est important de comprendre aussi que le niveau d'interaction sur le site pour pouvoir pousser cette petite démo, il doit être soigné. On n'est pas sur Amazon en train de présenter une offre de prix, illisible au demeurant, mais il faut croire que ça marche. On n'est pas sur Netflix en train de lui pousser la dernière série qui est sortie en fonction de son profil. On est en train de lui demander de nous consacrer un petit peu de temps à regarder notre vidéo. Donc pour ça, il faut quand même lui faire comprendre que c'est précieux, que c'est intéressant et sans être trop agressif, il ne faut pas le rater. Donc, ménager les interactions, adapter une expérience personnalisée avec des wordings, soigner une vidéo qui soit propre, soigner aussi. Le design, autant que le wording, c'est très important à ce stade parce que c'est un petit peu ce qui fait la différence aussi. Donc Albert, on continue son parcours. Là, il est vraiment en phase de shortlist. C'est le dernier moment, on est à ça du contrat. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Albert, on sait qu'il a vu notre vidéo. On le sait parce que comme on fait bien les choses et qu'on maîtrise notre écosystème digital, cette vidéo, il l'a consultée sur notre site internet. Et donc, on a mis en place un tracker. Un tracker qui nous permet de savoir si Albert a consulté 30 secondes, 2 minutes ou 5 minutes de notre vidéo. Notre démo, elle fait 5 minutes. Ces 5 minutes-là, c'est important de savoir s'il est allé jusqu'au bout ou pas, parce que s'il a regardé que 15 ou 20 secondes, Albert, il est probablement pas mature pour qu'on lui sorte une offre maintenant. Il n'a pas eu le temps, il n'a pas vu, il n'a rien compris. Donc, ce n'est pas le moment de ferrer le poisson, c'est plutôt le moment de lui proposer de prendre un moment un peu plus tranquille, de regarder le replay quand il aura le temps. S'il l'a vu jusqu'au bout, évidemment, on peut lui dire « Albert, maintenant, on a une offre pour toi » et on s'en parle très concrètement. Nous, Albert, en l'occurrence, c'était un petit peu au milieu. Il a quand même regardé pendant 2 minutes et 2 minutes, on le sait, chez lui, c'est précieux. Donc, ça veut dire qu'il a été suffisamment intéressé pour rester 2 minutes sur cette vidéo. Mais notre vidéo, elle en fait 5. Donc, il n'est pas… pardon, je ne suis pas sur 70%. OK, il a regardé 3 minutes. Il nous a consacré 3 minutes de son temps. Mais il manque quand même 2 minutes à la fin de la vidéo qu'il n'a pas eu le loisir de voir. Donc, ça sous-entend qu'il ne maîtrise pas tout à fait nos outils, nos services, qu'il faut quand même passer encore un petit peu de temps avec lui pour lui expliquer les choses. Donc, on va plutôt choisir de lui pousser un message intermédiaire, watch time 70%. Un élément ne vous a pas paru clair? Discutons-en. C'est friendly, c'est pas trop agressif, c'est pas trop pushy et en même temps, c'est quand même hyper personnalisé. Et la personnalisation, c'est vraiment ça qui est intéressant et d'autant plus intéressant qu'on peut le faire relativement facilement. Je vous ai parlé de tracker. On a mis un tracking sur les vidéos pour savoir combien de temps il l'avait regardé. On avait l'adresse email d'Albert puisqu'il nous l'avait fournie auparavant dans son formulaire. À partir de là, on peut segmenter la base de données, ceux qui sont venus sur le site, ceux qui ont vu la vidéo, ceux qui l'ont vue à moitié, ceux qui l'ont vue complètement, ceux qui ne nous connaissent pas du tout. On segmente sa base de données et en fonction des profils et de leur niveau de maturité et d'expérience avec notre marque, on adapte des messages et on définit ce qu'on appelle des scénarios tactiques pour performer. Ce que j'expliquais entre il est très très mature, on peut lui pousser une offre. Il est moyen chaud,
on ne lui pousse pas tout de suite une offre, mais on lui propose un message pour en discuter plus longuement. Et ça, c'est de la personnalisation et ça, c'est pertinent parce que l'utilisateur comprend qu'on l'a compris. Donc, on se positionne de manière assez smart auprès de lui. Il faut que j'accélère un tout petit peu. Fin de l'histoire, ou presque. Albert n'avait pas vu toute la démo. On lui a poussé un petit message pour lui dire « On sent bien que ça vous intéresse, mais que tout n'est pas clair. Discutons-en. » Il a apprécié la démarche. Il a pu poser toutes ses questions à un représentant de la marque qui l'a questionné. Et finalement, tout est bien qui finit bien. Il a signé son contrat. Est-ce que tout est fini pour autant ? La réponse évidemment, c'est non, puisque Albert cherchait un prestataire sur le long terme. À partir du moment où on a signé le contrat, c'est un mariage, c'est une histoire qui roule et c'est une histoire qui va durer. Et nous, on voudrait capitaliser sur cette histoire parce que, évidemment, avec Albert, ça fonctionne hyper bien, mais surtout, des Albert potentiels, il y en a pléthore sur le marché. Donc, on voudrait évidemment que tous ces Albert potentiels ou qui se reconnaissent comme tels puissent se dire cette boîte logistique, c'est du solide. Albert a l'air très content, donc moi aussi, je peux sauter le cap. Il faut savoir que les avis clients, dans le B2B comme dans le B2C, je pense que c'est encore plus vrai dans le B2C, il faudrait que je vérifie mes stats. Les avis clients, c'est le dernier trigger pour un achat en ligne ou une souscription de services en ligne. Et c'est d'autant plus vrai qu'en période de Covid, on n'a pas eu l'occasion d'aller en boutique pour voir, toucher l'objet. On n'a pas rencontré son représentant commercial, on n'a pas vu son assureur, on n'a pas rencontré ce futur prestataire logistique. Donc, on manque de concret, on manque de matériel. Les avis clients, c'est d'autant plus quelque chose qui a du poids. D'autant plus que c'est aussi ce qu'il y a de plus visible en termes de SEO dans les moteurs de recherche. Donc, notre conseil là-dessus, c'est véritablement de les monitorer, s'assurer que vous ne passiez pas à côté de toutes les petites remarques des Albert et compagnie, que vous les monitorez, que dans le cas d'un commentaire négatif, parce que ça arrive, vous soyez à même d'y répondre positivement, surtout pour montrer à tous les autres prospects que le customer care, ça vous importe aussi, que vous gérez la situation et voilà, que vous puissiez exploiter les commentaires positifs. On peut très facilement mettre en place une petite routine emailing post-achat pour dire, voilà, il a souscrit à un service en ligne. 48 heures après, je lui envoie un petit mail pour lui demander s'il était bien content. Et 3 semaines après, je lui dis, si tu étais content, est-ce que tu peux nous remplir une petite review ? Ça fonctionne relativement bien. C'est comme quand vous alliez au resto ou à l'hôtel et qu'on vous tend la petite carte pour laisser un commentaire sur TripAdvisor. En général, c'est bien accueilli et ça fonctionne. Et j'en ai terminé avec l'histoire d'Albert, avec cette histoire de parcours. Et je vais laisser Jérémy reprendre la main sur la conclusion. On va rapidement terminer, comme ça laisse un peu de place pour les questions. Mais donc, si on doit résumer tout ce qu'on a dit en 3 points qui sont vraiment capitaux, le premier, ce serait tout simplement d'arriver à connaître ses utilisateurs, donc être consumer-centric et placer au centre de votre stratégie, c'est vraiment capital. Je pense que vous l'avez vu, on n'aborde pas Albert comme on aurait abordé Lise. Donc, typiquement, connaître ses consommateurs, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Le deuxième point, c'est tactique. On l'a vu, Albert, on l'a approché avec certains triggers, pas avec l'ensemble des leviers qui étaient disponibles sur le marché. Et en étant tactique comme ça, en étant vraiment stratégique, ça nous permet d'économiser pas mal d'argent pour ne pas être visible partout inutilement. Donc, le deuxième point, c'est d'être tactique. Et notre troisième et dernière recommandation, c'est évidemment de travailler à la performance. Et pour ce faire, vous devez monitorer tout ce que vous mettez en place. Monitorer, voir si ça fonctionne, adapter et remonitorer. Il n'y a pas d'autre… on est obligé de le faire, on doit tester pour voir si ça fonctionne. Donc, vraiment, monitorer, c'est la clé d'une bonne stratégie digitale. Et on a fait le tour de notre étude.